Tiffaine Le Gall, bonjour. Et Bonjour. merci beaucoup de nous accorder cet entretien au Cosmos littéraire. Ma première question, donc, c'est votre 4e roman. Quelle était votre intention derrière l'écriture de ce 4e roman avant de venir vraiment au vif du sujet? Alors mon projet qui s'est affirmé au fur et à mesure de l'écriture, au départ, c'était d'écrire sur le lieu et sur le rapport au lieu où l'on vit. Parce que depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir un rapport très fort à certains lieux où j'ai pu habiter. Et en même temps, je trouve que le lien ne se fait pas de façon forcément évidente. Et je voulais interroger la façon dont les lieux finalement influent aussi sur la personne qu'on est, parfois même nous déterminent, et que les lieux nous habitent finalement autant qu'on les habite. Et j'ai commencé à réfléchir à cette question à un moment justement où je me suis retrouvée seule dans la maison que j'habitais. Et je me suis demandé ce que je faisais là. Et finalement, ça rejoint une sorte de question existentielle qu'on se pose tous à un moment. Et l'idée de me demander qu'est-ce que je fais là, c'était aussi le corollaire, c'est est-ce que ailleurs je serais quelqu'un d'autre ou je serais la même personne. Et j'ai cherché à comprendre ce qui avait fait que je me retrouvais à vivre dans cette maison, mais donc dans cette maison qui était aussi dans cet environnement, dans cette ville, qui est la ville de Brest, dans cette zone du monde, ce territoire qu'on appelle le Finistère, et qui me semble assez, pas du tout hasardeux, disons, de par son identité qui est très fortement marquée. Voilà. Alors j'ai trouvé que vous aviez une forme, en tout cas je vais d'abord me rester sur la forme, une forme d'écriture très fragmentée. Donc je voulais savoir si pour vous c'était un choix volontaire. Ce qu'on aime dans les romans, c'est l'illusion de la cohérence. Vous écrivez encore la tentative de trouver des chemins pour faire coïncider les deux m'intéresse toujours. Donc on sent chez vous une volonté aussi de construction du récit, au-delà de plus peut-être qu'un roman cohérent et parfaitement linéaire. En fait, je donne l'explication dans le récit et vous l'avez bien identifié, c'est-à-dire que je m'interroge depuis que j'écris sur la façon dont on raconte une histoire et qu'en même temps, je sais que ce qu'on aime dans les histoires qu'on lit, c'est le fait de trouver un personnage qui accomplit un destin et que le fil de l'histoire suit le fil de sa vie et qu'en même temps, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on peut avoir l'impression de vivre dans nos vies qui semblent parfois erratiques, sans cohérence et sans fil. Et qui semblent parfois être le fruit du hasard. Et je cherche à chaque fois dans mes écrits à trouver une autre forme de récit qui ne soit pas une forme de récit linéaire, voilà, qui rende compte du sentiment de morcellement qu'on peut avoir dans nos vies et en même temps qui raconte malgré tout une histoire d'une autre façon. Et le fragment, justement, permet ça. Je trouve que c'était une forme que j'avais envie d'explorer parce que je la trouve intéressante dans la mesure où chaque fragment, c'est une sorte d'unité. Et en même temps, les fragments sont reliés les uns aux autres, mais plus par des phénomènes d'écho, de résonance, de motifs qui vont revenir, plus que par une vraie narration chronologique qui va se suivre. Et en fait, c'est un peu le principe de ces fragments qui correspondent, enfin qui sont une partie du récit. Il y en a une autre qui est plus linéaire, disons, mais qui correspondent à peu près au temps de l'écriture et où finalement il y a aussi des choses qui se passent, des sortes de petits événements, mais qui ne sont pas racontés comme une histoire classique, voilà, dans la cohérence d'un roman classique. Le début de votre livre, c'est une sorte de fin, parce que on vous apprend au début du roman quelque chose de tragique. Votre meilleure amie, celle qui a toujours été proche de vous, meurt. On la retrouve chez elle, inanimée. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit ensuite les toutes dernières pages du livre, qui sont absolument bouleversantes et qui sont une sorte
pas de début, mais de fin en soi, et on comprend ce que vous dites maintenant, hein, lorsque vous dites j'aime les débuts qui sont des fins. Là, clairement, on est dans les deux, entre les premières lignes de votre livre et vos dernières lignes. Et vous dites, quand mon père m'a appelé pour m'annoncer la mort de Louise, j'étais dans la cuisine, je venais d'essorer la salade, il m'a dit Louise est morte, et j'ai posé les yeux sur les feuilles de laitue qui tournaient encore dans le panier, fraîches, délicatement lobées, elles étaient d'un vert indécent. On vous apprend que votre amie est morte, et vous êtes en train d'essorer la salade, qui semble quelque chose comme ça d'inanimé, et pourtant vous dites elles sont délicatement lobées, donc quelque chose de délicat, et à la fois leur vert est indécent, comme si on reprochait à cette salade de continuer à avoir ce vert, alors que vous, votre vie vient de basculer. C'est très très fort comme début de livre. Hein. C'est vraiment l'image, sans doute. Après, c'est vrai que parfois on a des sortes d'impressions et on ne sait pas pourquoi on garde ces impressions-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comme, même dans les moments les plus tragiques de l'existence, finalement, le trivial est toujours là et il y a toujours quelque chose, une sorte de décalage dans nos vies entre la conscience qu'on peut avoir de la gravité extrême de certaines choses, la conscience de la perte qu'entraîne la mort. Je pense que voilà, c'est l'expérience la plus extrême qu'on peut en avoir. Et en même temps, une sorte de regard un peu plus distancé qui nous ramène à cette forme d'absurdité extrême de l'existence où voilà, les feuilles de salade et les feuilles continueront à verdir alors que les vies humaines passent. Mais ça, excusez-moi de vous couper, vous le faites assez régulièrement dans votre livre. Il y a souvent une sorte de rupture comme ça où une phrase vient apporter quelque chose d'absolument banal à 3-4 phrases qui étaient profondes juste avant et c'est à la fois drôle et à la fois effectivement assez grave dans ce que cela dit effectivement de l'absurdité de l'existence. On le remarque assez régulièrement. Mais c'est que je pense que je cherche la juste distance par rapport au tragique du monde en fait et que je trouve que l'embrasser sans opérer parfois une sorte de pas de côté par rapport à la petitesse de nos vies finalement me paraît être la juste mesure, la juste distance avec les choses. Et par rapport donc à ce que vous citiez tout à l'heure sur les débuts qui sont des fins, je pense que la littérature a une sorte de tradition. Voilà, il y a une tradition littéraire, des débuts qui sont des fins, alors des fins réelles ou des fins symboliques. La mort étant une fin qui est particulièrement visible et frappante, et en même temps, ce mot de début, en fait, étymologiquement, c'est s'éloigner du but, et qu'en fait, l'histoire commence généralement quand quand on pense qu'on va pouvoir suivre un fil et que finalement c'est autre chose qui se passe. Et que j'ai l'impression que ce qu'on appelle un récit ou une histoire, à partir du moment où il y a une histoire, c'est où il se passe quelque chose d'autre que ce qui devait arriver. Et que par excellence, les fins sont des très bons débuts parce que en réalité, il n'y a jamais de véritable fin. Il y a toujours une suite, il se passe toujours quelque chose après. Et justement, c'est ces moments où on pense que c'est terminé qu'il est intéressant de voir ce qu'il y a après. Vous dites ce doute d'exister, je trouve qu'il revient à plusieurs reprises dans votre livre, où vous avez presque l'impression de douter d'exister, et c'est cette chose que je disais tout à l'heure, cette part d'irréel et d'irrationnel qui est très présente dans votre livre. D'ailleurs, vous ramenez ça peut-être aussi, on peut ramener ça à la culture bretonne aussi, où vous dites que la frontière entre le réel et l'imaginaire était poreuse. Les morts étaient présents parmi nous regardaient, nous approuvaient, il y avait toujours une question, quelque chose de mystique, de magique. D'autres fois, vous inventez des ascendances assez géniales. Vous avez de la chance avec Antoine de Saint-Exupéry, avec Marcel Pagnol, avec la femme de Bertrand du Guesclin. Oui, Tiphaine de Raguenel. Ça fait une belle famille. Hein, ça fait un bel... Mais a priori, tout cela est faux. C'est vous qui vous les inventez. Oui, bien sûr. Il y a ce côté assez irréel, assez irrationnel, où la frontière avec l'imaginaire est très floue. Et en même temps, vous dites,
cette volonté d'exister à travers le regard de l'autre. Or, vous écrivez, est-ce que écrire, vous, ça vous permet justement de savoir qui vous êtes? Mais là, j'ai trouvé une sorte de paradoxe, parce que vous écrivez, vous savez que vous allez être lu, donc les gens vont le voir. Et alors que lorsque vous jouez au piano ou lorsque vous dansez, vous le dites vous le faites à l'abri du regard des autres, vous n'avez pas forcément envie qu'ils vous voient. Et là, par contre, votre écriture, on la voit, on la lit et on en profite d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est un paradoxe qui est souvent le paradoxe de l'écrivain en fait, et c'est aussi ce qui permet... en fait, il se trouve que j'avais trouvé une phrase chez Montaigne qui m'avait fait beaucoup de bien à ce sujet, parce qu'il devait lui aussi être un grand timide, peut-être. Il n'était pas parmi vos ancêtres, lui. J'aurais bien vous l'avez aimé, pas trouvé peut-être, mais c'est venu plus tard, disons. Et Montaigne dit que ce qu'il ne dit pas à la personne la plus proche de lui, il l'écrit et tout le monde peut le lire, en fait, et qu'il a conscience de ce paradoxe, que ce qu'il ne confierait pas à la personne la plus proche, il le dit, il l'écrit à qui voudra bien le lire. Et c'est vrai que c'est un des paradoxes de l'écriture, et en même temps, c'est aussi un média qui fait que on compose avec la solitude dans l'écriture, et comme dans la lecture d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est seul quand on écrit, et heureusement on n'est pas derrière l'épaule des personnes qui nous lisent ensuite. Et de la même façon, quand on fait l'expérience de la lecture, on apprécie aussi cette solitude, le fait d'être seul à apprécier un livre et à lire, seul à faire l'expérience du livre, seul à dialoguer avec le livre et seul à avoir une relation intime avec un livre. C'est quelque chose c'est quelque chose qui se fait dans la solitude. Et peut-être que justement, c'est aussi ce moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer, pour entrer en relation avec d'autres, chercher cette sincérité qui m'importe tant finalement dans les relations sociales. Disons que me questionner sur les conventions, et sur ce qui fait les rapports sociaux traditionnels et qui m'interroge souvent, j'ai l'impression qu'en fait on peut le détourner par le biais de l'écriture, et que c'est justement le lieu le plus approprié, à mon sens, pour parler de l'intimité. Après, oui, il y a le risque que ça représente aussi, le danger, mais sans doute que je pense que dans le fait d'écrire, j'aime beaucoup cette phrase de Rilke qui est complètement, dans les lettres à un jeune poète, qui est complètement extrême et en même temps qui est assez parlante, où il lui dit si vous pensez que vous pouvez vivre sans écrire, eh bien n'écrivez pas. C'est son conseil. Et je trouve ça assez juste. J'aimerais bien en faire une maxime pour que ce soit quelque chose que je respecte moi-même me concernant. Mais en tout cas, j'ai l'impression que jusqu'à présent, le fait d'écrire était une nécessité impérieuse, et que c'est sans doute lié au fait qu'on a besoin d'une façon ou d'une autre de s'exprimer, d'entrer en relation avec les autres, et que peut-être que parfois ça passe plutôt par des livres que par d'autres moyens. Voilà. On en vient maintenant à une des idées phares de votre livre. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. D'ailleurs, peut-être le montrer un peu mieux, ou je le montrerai par le montage, on le verra encore mieux. Parce que votre maison, en tout cas la maison, n'est pas un décor, n'est pas juste un lieu d'habitation. Dans votre livre, c'est un véritable personnage. Vous en parlez comme un personnage. D'ailleurs, lorsqu'on va détruire la maison de votre enfance, vous avez l'impression d'aller assister à des obsèques, vous allez la voir une dernière fois avec votre frère. Vous dites, je vous cite encore une fois parce que vous êtes la mieux placée pour le dire et le dire le mieux possible, j'étais constitué de la même substance, des mêmes pierres rouges friables, des mêmes murs à la géométrie approximative. Ou alors même vous parlez même de commerce intime que vous entretenez avec votre maison. Et donc, dernière chose, l'habiter seul une semaine sur deux avec les enfants l'a élargie, et comme un corps qui aurait maigri d'un coup, elle flotte dans son vêtement trop ample. Donc,
on voit véritablement, hein, ceux qui préparent peut-être le baccalauréat vont de suite dire personnification de la maison, mais là c'est clairement le cas avec ces exemples. Pour vous, donc, la maison est très importante, et rompre ce lien avec votre mère, avec la ville de Rennes, c'était aussi rompre un lien avec une maison, et pour essayer d'aller trouver une autre maison dans laquelle vous vous sentirez bien. C'est pas juste un amas de pièces, il me faut une pièce, il me faut une piscine, il me faut tel nombre de pièces. Pour vous, il faut que vous sentiez presque comme chez vous, déjà. Oui, alors après, moi, j'aime bien le concept du chez-soi, qui est en fait parce que c'est un concept qui est, après, c'est vrai qu'en français, on n'a pas d'autres mots, comme le Heimat en allemand, quoi, le home. Oui, bien sûr. Mais c'est à mi-chemin entre la notion géographique et le sentiment, en fait. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'impalpable dans l'esprit des lieux, dans le fait de se sentir chez soi quelque part. Et c'est vrai que je raconte aussi que quand j'ai quitté cette maison de Rennes, cette maison familiale, eh bien, ça a pris du temps ensuite de retrouver ce sentiment de sécurité en lien avec un lieu. Et je trouve en même temps très intéressant l'idée que c'est quelque chose qui se noue dans le temps, qui a un rapport au temps dans les lieux que l'on habite, et que la maison, c'est déjà une sorte d'interface entre soi et le monde, qui est à la fois qui nous protège et en même temps qui va aussi dire qui on est. Il y a quand même, quand on rentre chez quelqu'un, on rentre aussi dans son intimité. On voit son rapport aux choses, on voit son rapport au lieu où il vit, ce sur quoi il pose les yeux quotidiennement. Et il y a quelque chose qui se tisse dans le temps, mais dans cette espèce de temps qui est difficile à cerner, parce que c'est du temps continu, du temps du quotidien, du temps où il ne se passe rien. Et finalement, les maisons abritent beaucoup ces temps du quotidien qui voient des vies passer. Après, c'est vrai que quand on vit dans un lieu où il y a eu d'autres personnes à vivre avant nous, et parfois sur des dizaines, voire des centaines d'années, on peut imaginer ce que d'autres personnes ont vécu exactement dans ces murs, et en même temps sans qu'on n'en sache rien, et en se disant que ces maisons, oui, sont comme des personnages silencieux qui ont vu défiler des existences, qui ont assisté à des choses, et qui en même temps renferment une sorte de secret, le secret de l'intime, de l'intimité du vécu. Mais alors, ce n'est pas ma maison, c'est laquelle? La maison dans laquelle vous avez grandi, ou finalement la maison dans laquelle vous étiez seul une fois sur deux sans vos enfants, et que vous ne reconnaissiez plus de cette manière? Oui. C'est une phrase forte, c'est tiré de quelque chose que vous avez entendu un jour? Alors le titre du livre, d'ailleurs ce n'est pas ma maison, c'est un vers d'un poème de Prévert. Ah, d'accord. C'est dans ma maison vous viendrez. D'ailleurs ce n'est pas ma maison, je ne sais pas à qui elle est, j'y suis entrée comme ça un jour. Il n'y avait personne. Voilà, ça c'est le début du poème. Qui s'appelle du coup Dans ma maison? Dans ma maison. Oui, d'accord. Et dans ce poème, il est question donc d'une maison où le poète rentrerait, qui l'accueille, et en même temps on ne sait pas trop quelle est cette maison. En fait, le titre m'est venu comme c'est des choses qui m'arrivent à certains moments quand je me posais probablement la question de ce que je faisais là dans cette maison. C'était un poème qui me revenait en tête, enfin en tout cas du moins les premiers vers. Et je me suis demandé à un moment pourquoi est-ce que ce poème revenait tellement, et qu'est-ce qu'il veut dire ce vers « d'ailleurs ce n'est pas ma maison ». Alors il y a le « d'ailleurs » comme si c'était dit en passant, comme si c'était entre parenthèses. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois dans les parenthèses il y a le plus important. Et peut-être que c'était le début du cheminement en fait. Nos maisons ne sont jamais véritablement une maison, ne serait-ce que parce que d'autres y ont vécu auparavant, d'autres y vivront après. Il y a ce rapport aux choses et aux lieux, justement, par rapport à ce que j'exprimais tout à l'heure sur le doute qu'on peut avoir de notre existence. Parfois, les objets et les lieux sont des supports
qui ont une matérialité plus certaine que notre existence et qui nous amènent à avoir cette conscience voilà, du réel parce qu'il est de son aspect tangible, hein, voilà. Mais qu'en même temps, il ne nous appartient pas. Et à un moment, il y a une réflexion dans le livre que je mène justement à partir de ce vers où je me rends compte aussi que ce qu'on le croit posséder, qu'en fait, on ne possède rien. Les choses ne nous appartiennent pas plus que les êtres. Et je dis aussi que mes enfants ne sont pas mes enfants, parce que je parle aussi de la séparation et du fait que ça fragilise notre lien à partir du moment où 1 semaine sur 2, ils ne vivent plus avec moi et où j'ai l'impression de perdre quelque chose de leur existence et qu'en même temps, c'est aussi prendre conscience qu'ils ne m'appartiennent pas. Et donc, c'est une façon généralisée de prendre conscience que les choses nous échappent toujours, qu'on ne peut pas maîtriser grand-chose, et de la même façon qu'on ne peut véritablement rien posséder. La Bretagne est aussi importante dans votre livre, votre identité bretonne. Vous dites que c'est même la pierre angulaire des mystères de votre identité. Vous vous rendez compte à un moment donné de votre existence, alors que vous avez plus ou moins toujours vécu en Bretagne, que vous êtes bretonne. Vous ne l'apprenez que, enfin, vous ne vous en rendez compte que tardivement. Et par la suite, vous avez essayé d'apprendre le breton, vous êtes pleinement ensuite imprégné de cette culture bretonne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous ne vous en êtes rendu compte que tardivement, finalement, toujours le fait de se voir dans l'autre. Parce que c'est en apprenant que d'autres ne sont pas bretons que vous êtes rendu compte, j'imagine, que vous étiez bretonne. Oui, c'est vrai, en partie. Et puis c'est parce que aussi, j'en parle aussi au début, et c'était aussi, disons, une des différences avec Louise, c'est que moi j'étais coupée de mes racines, c'est-à-dire que je ne connaissais pas mes grands-parents, je n'étais pas liée, ma famille, c'était juste mes parents et mes frères, et comme si au-delà d'eux, il n'y avait rien, à part des tombes sur lesquelles on allait mettre des fleurs, mais qui ne représentaient pas grand-chose pour moi, qui n'évoquaient rien. Et Louise, elle, me semblait complètement ancrée dans le lieu où elle vivait, complètement une sorte de prolongement. Et elle me semblait incarner justement cette correspondance qu'on peut avoir avec un lieu. Et justement, dans cette... j'avais l'impression, moi, d'être en recherche du lieu où je voulais vivre, du lieu qui serait le chez moi. Et j'avais le sentiment que Louise, pour elle, cette question-là ne se posait pas. Et d'ailleurs, elle n'a jamais éprouvé le besoin de partir vivre loin de chez elle ou de se chercher ailleurs. Elle est restée vivre dans le village où elle avait grandi, mais c'est comme s'il y avait une sorte d'évidence parce que, elle était une sorte de prolongement de ce paysage. Elle était, voilà, sa famille avait toujours vécu là et il était évident qu'elle aussi vivrait là. Et qu'à un moment, en fait, m'intéresser à la culture bretonne, ça a été aussi essayer de trouver voilà, une sorte de lien avec mes origines et avec mes ancêtres, avec finalement ces personnes que je n'avais jamais connues et qui pouvaient aussi m'inscrire dans un lieu et dans un territoire. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la culture bretonne, où j'ai appris le breton, ou même en allant étudier à Paris, j'ai fait des recherches sur Père Jacques Esselias. Et c'est ça qui m'a finalement fait arriver à Brest. Mais ça a été comme une sorte de moment dans ma construction identitaire où ça a revêtu une importance particulière, comme si j'avais besoin de savoir d'où je venais finalement, et qu'en même temps, en arrivant à Brest, et c'est ça aussi le paradoxe dont je parle dans le livre, c'est que c'est comme si j'avais compris en arrivant à Brest que non, je ne venais pas de là, et que j'étais encore une fois une étrangère. Voilà. Alors évidemment, je vais vous parler de littérature aussi, de toute façon on ne fait que parler de littérature depuis le début évidemment, mais... vous évoquez plusieurs auteurs ou autrices, Beckett, Duras, Racine, et vous dites qu'à la littérature vous a sauvé, ou au contraire, vous vous demandez si elle vous a pas aspiré dans son gouffre. Et je voulais vous interroger à ce sujet. Là aussi, vous dites, dans les moments de détresse, je cherche le livre qui me sauvera. Mais en même temps, vous parlez d'aspiration, donc dans le gouffre.
de la littérature, et je voulais savoir ce que vous entendiez par là, finalement, pourquoi vous lisez, qu'est-ce que vous aimez dans la lecture? Alors, ce que j'aime dans la lecture, c'est me trouver, moi. D'accord. En fait, je pense que, alors peut-être qu'on lit pour s'évader et s'échapper et sortir de soi, mais je pense qu'on lit aussi pour se trouver soi, que les livres sont des miroirs qui nous sont tendus et que on, on va trouver dans les livres à comprendre le monde dans lequel on vit et à comprendre qui l'on est. Voilà. Donc, évidemment, ça peut être des vies très différentes de la mienne, et j'aime beaucoup ça aussi, mais que dans cette altérité, trouver quelque chose qui m'aide à me comprendre ou à comprendre, comprendre le monde, ou comprendre le monde dans lequel je vis, en tout cas. Donc, c'est ça que je recherche dans la lecture. Et en même temps, il peut y avoir cet effet dangereux quand je parle de la littérature qui m'a inspirée dans son gouffre. C'est parce que j'évoque donc dans le livre un moment où j'ai fait une dépression. Et dans ces moments-là, dans ce moment-là, j'ai trouvé une sorte d'écho à ce que je traversais dans une certaine littérature, et que cette littérature disait le vide du monde finalement, et que je trouve que en cela il est très utile que la littérature pense le vide du monde, mais que c'est comme si en m'en nourrissant je trouvais alors j'étais sans doute à ce moment-là, grâce à la littérature, moins seule dans ces tourments, mais en même temps, je ne trouvais que dans les lectures que je faisais et que je choisissais sans doute en fonction de la détresse que je traversais, une forme de confirmation, voilà, de confirmation à tout ça. Vous allez faire cohabiter ces sujets et ces questionnements très profonds et bouleversants sur l'existence, sur le tragique, voilà, sur l'absence de sens parfois dans la vie, avec plein d'éléments de la vie quotidienne, avec vos rencontres, avec vos relations, avec la vie avec vos enfants, les tumultes également des relations avec le père de vos enfants. Donc cette cohabitation finalement entre le très profond et le quotidien qui fait l'une des forces de votre livre à mon sens. Comment vous avez petit à petit affiné votre style? Est-ce qu'il y a une recherche d'une écriture, de faire du beau, de réécriture ensuite de vos phrases en disant non, c'est mieux comme ça sonne mieux ainsi? Est-ce que vous lisez vos phrases à voix haute? Comment vous travaillez votre écriture? Ou alors vous écrivez, vous vous laissez aller et vous vous dites que vous faites confiance à votre inconscient littéraire? Je pense qu'il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire que il y a un cheminement, je pense, dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est mon 4e roman et je n'écrivais pas comme ça au départ. J'ai l'impression que le cheminement, c'est rechercher la simplicité, mais que aller vers une forme d'épure. Je pense qu'au départ, mes premiers livres étaient écrits avec des phrases plus longues, plus tortueuses, mais qui correspondaient aussi à à des voix en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de chercher une voix plutôt que de chercher un style, et que j'ai l'impression de tenir l'unité du texte quand j'ai l'impression d'avoir trouvé la voix, et qu'en l'occurrence ici, je voulais aborder un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui me touchent d'autant plus que ce sont des choses qui touchent à mon vécu, mais qui me semblent à la fois importantes et en même temps qui touchent à des choses très commune, c'est-à-dire que le fait de la séparation, le fait de ne pas forcément vivre avec ses enfants tout le temps, le fait de devoir investir un lieu qu'on a, qu'on a habité en famille et de devoir l'apprivoiser seul, le fait de composer avec la solitude, hein, ce sont des choses finalement très très partagées. Mais je voulais qu'il n'y ait pas
trop de sentimentalisme, évidemment, et que disons que j'ai à cœur de toujours mettre toutes ces questions-là sur le fil, et que finalement j'ai l'impression que dans l'écriture, ce que l'on ne dit pas, le lecteur le prolonge en fait, et que la force la force d'une phrase va être d'autant plus importante, va être inversement proportionnelle à sa simplicité parfois, parce que c'est cette simplicité qui va faire résonner quelque chose de beaucoup plus vaste chez le lecteur. C'est aussi reconnaître une place au lecteur, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais juste dire comme quelque chose de l'ordre du constat. Et en fait, je cherchais en plus ici quelque chose, oui, peut-être de l'ordre d'une écriture blanche, de quelque chose qui puisse rendre compte de la solitude, mais dans ce cas-là aussi de plus concret, de plus matériel, de plus humble finalement, dans la mesure où parfois la difficulté de la solitude, c'est juste de se poser la question de savoir si on va parler à quelqu'un dans la journée, et qu'en fait ça n'a pas d'importance et ça a beaucoup d'importance à la fois. La question de la solitude, c'est aussi le fait d'avoir envie d'avoir une très haute idée de la vie, et puis en même temps de se satisfaire d'échanger 3 mots avec un voisin sur le temps qu'il fait, parce que ça nous permet de nous raccrocher à quelque chose de tangible, et que dans cette façon d'écrire, oui, sans doute assez blanche, sans trop d'émotion, il y a aussi, je cherchais à faire reconnaître aussi cette humilité de l'épreuve de la solitude, voilà, qui est quelque chose qu'on traverse sans doute tous à un moment ou à un autre dans sa vie, et peut-être à plusieurs moments même, qu'on peut même éprouver sans doute en étant très entouré, mais qui se rapporte selon moi à quelque chose qui ne se prête pas justement à de longues phrases pompeuses et grandioses, mais qui au contraire est quelque chose de l'ordre d'une épreuve de la réalité qui se fait dans quelque chose de très simple, de très concret, et qui peut être en même temps réellement éprouvant. 2 dernières questions avant de conclure définitivement cet entretien. D'abord, la question d'Adeline, mon épouse, c'est vraiment sa question à elle qui est posée à la fin de chaque entretien. C'est elle qui avait eu cette idée. Si vous aviez été à ma place, là, et que vous aviez dû interroger Tiffaine Le Gall pour son livre, quelle question vous seriez-vous posée? Ah oui, très bonne question. Très très bonne, et pas facile. Peut-être que vous m'avez déjà posé beaucoup de très bonnes questions auxquelles je suis ravie d'avoir répondu. Peut-être que si je pouvais en rajouter une, ce serait... peut-être que c'est des choses que vous avez déjà un peu abordées sur l'écriture par fragments, ou sur la façon, pourquoi est-ce que finalement l'écriture du fragment permettrait de raconter, comment est-ce qu'on pourrait raconter quelque chose en écrivant par fragment, ou bien allez-y, ne m'épargnez pas, vous pouvez dire que j'ai oublié une question essentielle. Ah non, mais non, justement, je cherche parce que j'ai du mal à trouver quelque chose qui n'aurait pas été abordé dans notre entretien. Une question aussi qui m'est souvent posée, c'est que justement les fragments sont numérotés, oui. Et que il y a 3 parties dans le livre, et que dans la première partie, les fragments sont numérotés dans l'ordre, et ensuite ils sont dans le désordre. Ah oui, exact. Et qu'en fait, c'est... à un moment, j'utilise l'expression d'une petite énigme mathématique. Et c'est comme s'il y avait une petite énigme mathématique. La première partie, en fait, dans le moment où j'écris, je parle de l'homme que j'attends. Donc d'un homme que j'attends qui doit arriver.
Et à la fin de la première partie, On n'attendait plus. voilà, je n'attends plus. C'est comme si à partir de ce moment-là, il y avait une espèce de chamboulement et qui justifie quelque part le désordre, le chaos, et en même temps, ce n'est qu'un chaos apparent parce que il y a des phénomènes de résonance entre les fragments de la deuxième et de la troisième partie. Oui, d'accord. Qui font des sortes de, oui, d'échos entre des fragments qui ne sont pas donc à la suite, mais qui vont faire créer des correspondances. Voilà. Et par exemple, je parle à un moment du fait que de la peur de l'abandon que je peux avoir par rapport à cet homme et qui correspond à un autre fragment dans la deuxième partie, par exemple, où mon fils regarde les annonces pour les petits chats et il dit mais tu aimerais bien toi être abandonné et qu'il m'apporte une réflexion finalement sur ce que c'est que l'abandon à travers l'annonce d'un petit chat et qui entre en résonance avec ma propre peur de l'abandon. Donc en fait voilà, il y a quelque chose dans la numérotation des fragments qui peut faire l'objet d'une recomposition. Très bien, très bonne, excellente question. Très bonne question et très bonne réponse aussi. Dernière question, ma question cette fois-ci, bonus. Je vous avais demandé, parce que c'est beaucoup mieux lorsque la personne quand même est au courant un peu avant, c'est la seule question que vous connaissiez, vous pourrez en attester, hein, vous ne connaissiez pas les autres questions, mais si vous voyez quelqu'un comme ça qui rentre dans une librairie, par exemple à Rennes, la librairie Le Fayère, dans laquelle vous allez ensuite échanger et présenter votre livre après, si vous voyez quelqu'un entrer dans une librairie, 3 conseils que vous lui donneriez, vous diriez, il faut absolument que tu achètes ces livres et que tu les lises, c'est important. Quels seraient ces 3 livres? Si je devais donner des conseils à quelqu'un qui rentrerait dans une librairie, je trouverais sans doute sur les tables de la librairie un livre de Christine Pavlovka, c'est là où j'ai un doute, qui a écrit dans les années 70 un petit texte. Elle était très jeune et en fait c'est un texte, donc un petit livre, ça s'appelle Écarlate. Et c'est une sorte de portrait d'adolescente qui est révoltée contre le monde. Et c'est un texte d'une densité, d'une vivacité brûlante et qui retrace un amour de jeune fille à ce moment-là. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est derrière l'interrogation qu'elle a sur le monde des adultes, sur le monde comme il marche et auquel elle ne souhaite pas appartenir, et qu'il y a quelque chose de la fraîcheur et cette intensité de l'adolescence qu'on ressent dans ce texte. Et en fait, c'est le seul livre qu'elle ait écrit. Ce livre a été vraiment loué à sa sortie et complètement tombé dans l'oubli. Et là, il a récemment été republié aux éditions du Sous-Sol. Donc mon deuxième conseil de lecture, ce serait Si peu de Marco Lodoli, qui est traduit de l'italien et qui raconte une histoire comme je les aime, c'est-à-dire une histoire qui n'arrive pas, une histoire d'amour qui ne s'accomplit jamais. C'est l'histoire d'une concierge qui est amoureuse en secret d'un professeur qu'elle voit tous les jours et elle invente sa vie amoureuse avec lui alors qu'il ne se passe rien. C'est un livre assez court mais qui s'étend sur toute une vie finalement. Et c'est très beau dans ce presque rien qui justement ne se passe que dans sa tête. Voilà. Le troisième livre que j'aurais envie de conseiller, c'est davantage un classique, mais je pense qu'on ne lit pas suffisamment cet auteur et qui est très cher parce que il se trouve que j'ai, pour écrire mon livre, passé 2 mois dans sa maison, qui est devenue une maison d'écrivain, c'est Julien Gracq. Ah oui, d'accord. Effectivement, on ne le lit plus beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et je trouve qu'il a une langue très sensuelle et qui donne à sentir la matérialité des choses, justement par rapport à l'attachement qu'on peut avoir aux choses comme des sortes de façons d'attester qu'on existe. Il sait restituer ça avec une poésie rare, je trouve. Et donc notamment, j'aime beaucoup Un balcon en forêt,
qui évoque un soldat durant la drôle de guerre, donc qui attend l'ennemi qui n'arrive jamais, donc qui se passe beaucoup dans l'attente, dans une forêt, dans la solitude, où il y a aussi une sorte de rencontre sensuelle, charnelle avec une femme, et qui est, je trouve, magnifiquement écrit dans ce que peut être une expérience de vie, finalement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Tiffany Le Gall, d'avoir participé à cet entretien. 3 beaux conseils que je n'ai jamais lus, donc je vais les noter moi-même. J'espère que ça vous a plu, que cela vous a conseillé d'acheter et de lire D'ailleurs, ce n'est pas ma maison, et à très bientôt. Merci.